Bien sûr, quand on lit du Bellay, on éprouve cette musicalité magnifique de sa poésie. Elle est, je dirais, presque intrinsèque à sa poésie. Quelquefois, presque, on en oublie le sens tellement c'est beau. Mais du Bellay a fait moins appel aux musiciens que ne l'a fait Ronsard. Et il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que je pense que Ronsard a fait vraiment appel à des musiciens sans arrêt pour mettre ses poèmes en musique, ce qu'a fait moins du Bellay, parce que du Bellay était, je pense, tellement obsédé par la musicalité de sa poésie qu'il n'a peut-être pas pensé qu'il y avait tant besoin de mettre de musique. Il y a aussi une chose, c'est que Ronsard, qui sans doute était beaucoup plus courtisan, a très bien compris l'intérêt pour lui que ses poésies soient mises en musique parce qu'elles l'assuraient évidemment une très grande diffusion de son œuvre. Là où est ce mépris de fortune? Où est ce cœur vainqueur de toute adversité? Cet honnête désir de l'immortalité et cette honnête flamme au peuple non commune? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune les muses me donnaient alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je les menouais danser aux rayons de la lune. Maintenant la fortune est maîtresse de moi, et mon cœur qui souhaitait être maître de souhait est serre de mille maux et regrets qui m'ennuient. De la postérité, je n'ai plus de soucis. Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi. Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient. Au XVIe siècle, on écrivait bien sûr la poésie, parce que c'était un art qui se faisait à la table, mais on l'écrivait toujours dans la perspective de la diction, de la future diction. Les vers, ça n'était pas juste une abstraction qu'on mettait sur le papier, mais c'était un nombre déterminé de syllabes qui étaient destinées à être entendues en tant que telles. C'était des rimes qu'on devait faire sonner. C'était tout un ensemble de modules qui s'articulaient les uns avec les autres, qui se succédaient les uns aux autres, et qu'on devait arriver à faire entendre à un auditoire qui n'était probablement pas très nombreux, mais qui était celui de la communauté, celui de ce qui allait devenir le salon au siècle suivant, et à qui il fallait pouvoir faire entendre le poème, et le sonnet en est un exemple, sans qu'il l'ait sous les yeux. Fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas de différence entre le fait de déclamer un poème à l'ancienne ou le slammer. Il s'agit toujours d'imprimer à un texte un certain rythme. La différence qu'il peut y avoir, outre le style qui est un peu différent, c'est qu'avec le slam, on a généralement un tapis rythmique extérieur qui va s'installer et qui va permettre à celui qui dit le texte de rebondir et de construire un rythme pour lequel il a une certaine liberté. Quand on veut déclamer un poème sans ce fond rythmique, on doit restituer un rythme qui est le rythme propre du poème.
Maintenant je pardonne à la douce fureur qui m'a fait consumer le meilleur de mon âge, sans tirer autre fruit de mon ingrat ouvrage que le vain passe-temps d'une si longue erreur. Maintenant je pardonne à ce plaisant labeur, puisque seul il endort le souci qui m'outrage, et puisque seul il fait qu'au milieu de l'orage, ainsi qu'auparavant, je ne tremble de peur. Si les vers ont été l'abus de ma jeunesse, les vers seront aussi l'appui de ma vieillesse. S'ils furent ma folie, ils seront ma raison. S'ils furent ma blessure, ils seront mon Achille. S'ils furent mon venin, le scorpion utile, qui sera de mon mal la seule guérison. Dans le fond, on peut aussi considérer que la poésie est universelle, que la thématique des œuvres lyriques a quelque chose de permanent. Et comme disait quelqu'un, dans le fond, la poésie, c'est aimer, souffrir et mourir. Donc oui, on peut dire que par émulation mutuelle, les poètes de la Pléiade ont fait avancer d'une manière impressionnante la poésie française. Et puis, on ne peut pas ne pas voir à quel point tout le XVIIe siècle est resté influencé par cet apport, même si, pour être influencé, on doit parfois rejeter. Hein, de la même manière que Du Bellay et ses amis rejetaient le travail de Marot tout en l'adorant, hein, tout en l'aimant. On peut dire que le XVIIe siècle, avec Malherbe, a voué la Pléiade aux enfers, tout en ne pouvant pas ne pas être influencé par elle.